Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Essentiellement, à la une de l'actualité ce vendredi, l'affaire Farba-Ngom. L'Assemblée nationale a voté ce vendredi en faveur de la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Di Farba-Ngom, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires à son encontre. Le groupe parlementaire Takoualou persiste dans ses accusations d'injustice dans la position rejetée par la majorité. Dans ce journal, nous aurons également la situation en direct du fief de Farba-Ngom à l'issue de la décision de l'Assemblée nationale. Et puis à l'international, pour terminer, reprise des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe armé du M23, qui est appuyé militairement sur les terrains par l'armée rwandaise, a lancé une offensive maintenant depuis plusieurs jours. Les combats ont donc repris ce matin vers 4h sur l'une des deux lignes de front, celle de Kibumba au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. L'Assemblée nationale du Sénégal a donc voté ce vendredi en faveur de la levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Di Farba-Ngom, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires à son encontre. Sur 136 votants, dont 10 par délégation, 130 ont voté pour et 3 contre, avec 3 abstentions. Et pour ce qui est des réactions, selon Aïssata Talsal, président du groupe parlementaire Takoualou Sénégal, l'Assemblée nationale n'a pas été juste sur cette procédure. Les députés ont été obligés, selon elle, de voter conformément à ce qui est attendu des membres de la représentation nationale. Abdombo, lui, parle de commande politique. Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba-Ngom lorsque nous stations sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamedou Ngom lorsqu'il leur a suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñuy lever immunité parlementaire et député bureau bi yépp nek ben groupe parlementaire. C'est la première fois. Lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le bureau, le premier vice-président, c'est votre actuel ministre de l'Éducation nationale, Guirassy. La position du groupe parlementaire Takoualou Sénégal, rejetée par Maître Abdoulaye Tall, député de la majorité. Pour lui, les propos de ces derniers sont sans fondement et il affirme que toute la procédure respecte les textes. La procédure a suivi tout son processus pour aboutir effectivement à cette séance. Pour vous dire quoi? Que jusqu'ici, on ne préjuge pas du fond de l'affaire. Ce n'est pas notre prétention de le faire parce que nous ne sommes pas un service d'investigation ni un service d'enquête, encore moins une instance juridictionnelle. Nous respectons les droits de M. Mohamedou Ngom, nous respectons sa dignité, nous respectons son honorabilité. Et je dis, ici, tant que nous sommes là, nous ferons en sorte que les droits de tout député soient respectés, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Qu'il soit Mohamedou Ngom, Yungar Dione, Massamba, Mademba, Birisli, Bolo, Jacquizan ou Kirikou, tous les droits d'un député seront respectés scrupuleusement parce qu'effectivement c'est ce serment que nous avons prêté devant ce peuple qui nous a valu une confiance d'être là.
Nous prenons tout de suite la direction des Agnam chez Farbangom. On se rappelle qu'une forte mobilisation avait eu lieu hier sur place en guise de soutien aux députés maires dans cette épreuve judiciaire. Nous sommes avec Kadior Cissé, donc à l'issue justement de la décision de l'Assemblée nationale. Kadior Cissé pour les détails sur place. Voilà, présentement nous sommes dans le village qui s'appelle Bolel. C'est toujours dans le Matam, à quelques kilomètres des Agnam, fief de Farbangom. Et au moment où nous vous parlons, nous venons juste d'apprendre la levée de l'immunité parlementaire. Au moment où cette levée d'immunité parlementaire se tenait à Dakar, à l'Assemblée nationale, ici dans ce village, des autorités religieuses s'étaient réunies depuis ce matin pour prier, une prière adressée à Dieu pour la protection donc de Farbangom. Juste derrière moi, vous voyez, la prière vient de s'achever et c'était pour prier pour la protection de Farbangom. Farbangom, qui est un fils donc du terroir, qui a beaucoup fait pour les familles religieuses et les daras qui sont dans les environs, donc tous les villages environnants se sont retrouvés ici, notamment les imams de tous ces villages environnants, pour venir assister à cette prière dédiée donc à Farbangom et à sa situation pour essayer de l'accompagner. Le débat va être certes politico-judiciaire, mais elle va avoir le combat va avoir également un aspect religieux et l'aspect religieux est exécuté comme ça tout à l'heure avec ces imams qui comptent accompagner Farbangom dans ce combat de manière spirituelle. Voilà. Et nous changeons de registre à présent. Crise dans le secteur agricole. Les acteurs de la filière arachidière dénoncent une paralysie du secteur depuis la suspension des exportations. Ils affirment enregistrer à ce jour des pertes de revenus énormes. Face à la situation, ils demandent au gouvernement de revoir cette décision et de procéder à la réouverture des exportations. La filière arachidière du Sénégal rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés. Les exportations de graines d'arachide sont suspendues, affectant l'ensemble des secteurs qui composent la filière. Le Sénégal a toujours été un pays exportateur de graines d'arachide depuis les indépendances. Nous avons signé un protocole d'accord avec des partenaires chinois. Nous ne demandons pas de financement à l'État. Nous voulons juste que l'État nous laisse travailler. Les exportations, d'habitude, ça a démarré le mois de janvier, bientôt le mois de janvier. Une fois février, si on n'ouvre pas les exportations, dans le mois de février, les Chinois ne pourront plus acheter. Le collectif des acteurs de la filière alerte sur l'urgence de poursuivre les exportations afin de limiter les dégâts déjà occasionnés par la suspension. Donc, nous réévaluer vraiment les impacts de cette décision, que cette filière-là puisse garder son équilibre. Parce que si nous interroger l'histoire, nous avons que le monopole filière quasiment situation de ruine. Gerte, donc il bay mu desté loxo wala mom ay bons impayés au niveau de la Sonacos, c'est l'histoire. En plus des pertes en ressources financières, la suspension des exportations de graines d'arachide contribue à accentuer le taux de chômage, car 100 000 emplois sont aujourd'hui menacés. Parce que les unités de décortiquage sont des mini-industries quand même. On doit investir beaucoup d'argent, d'y employer des centaines de personnes. Rien qu'à Touba, on parle de 50 000 emplois environ. Dans le Saloum, on parle de 30 000 emplois. Le c'est 80 000 emplois. 2 000 emplois, voire 7 000 emplois. Je pense que nous vraiment réévaluer la question. Le gouvernement a eu vent de la situation, mais jusque-là, aucune réaction de la part des autorités. Ce qui nous mène, Matarbari, à parler de la situation économique du Sénégal, marquée par une marge de manœuvre budgétaire quasi inexistante d'après le chef de l'État dernièrement et l'économiste Baye Abdou Diouf, de son côté, lui préconise d'investir dans des secteurs porteurs pour booster l'économie. Il a également invité le gouvernement à trouver un terrain d'entente avec les patrons de presse pour éviter, dit-il, la fermeture d'entreprises qui ne ferait qu'accroître le chômage.
L'économie d'un pays fonctionne comme ça. Parfois, il y a des hauts et des bas. Mais il faut accepter parfois d'essayer de booster l'économie, travailler davantage pour pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Parce qu'il est temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile quand même. Mais il faut qu'on y travaille davantage. Il faut créer de l'emploi, il faut encore investir. Bien vrai que nous parlons souvent des questions de la dette, parce que une dette c'est normal quand même, il faut s'endetter. Mais parfois, c'est l'efficacité de la dette qui pose problème. Ou investir. Parce que si on fait des emprunts, alors qu'on se focalise trop sur les dépenses de fonctionnement, ça pose problème. Mais sur les entreprises, si on continue à mettre la pression sur ça, ça y peut mener des complications parce qu'il risque de perdre des emplois. Récemment, la NSD a fait une publication concernant le taux de chômage qui augmente actuellement qui est au nombre de 20,3%. Bien vrai qu'il faut payer l'impôt, mais même trop d'impôts, c'est tuer l'impôt. Alors que c'est nous dans nous, il faut essayer d'alléger et ne pas fermer ces entreprises-là. Sur ce, direction Mbebes, l'association des récupérateurs se dit prête à se déplacer pour permettre les travaux de réhabilitation. Cependant, ils exigent des autorités l'aménagement du nouveau site pour, disent-ils, répondre aux normes avant leur départ. Quand la directrice est venue ici pour nous dire que vous allez quitter le lundi, on lui a proposé de nous trouver des solutions pour vraiment préserver le travail que nous faisons ici. Ce que nous attendons du Promojet, c'est de nous trouver des emplacements là où on pourra être et travailler dans des conditions très favorables. Nous disons à la directrice de trouver des conditions plus favorables pour les récupérateurs, pour leur déplacement, parce qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas se déplacer. On doit se déplacer, mais on doit se déplacer dans des conditions les meilleures. Ce que nous proposons au Promojet, c'est d'aménager un site. C'est vrai que ce site a été aménagé, mais il n'y a aucune construction qu'on a mis là-bas. Et il faut savoir que le travail que nous faisons ici, il y a des matériaux qu'on doit préserver. Donc aussi, il y avait d'autres commissions qui devaient recenser les places. Et les commissions ont déjà fait le travail. Et nous, on est toujours encore ouverts à discuter avec les Promojet. Et nous parlons à présent de la réforme de l'administration publique. Ce jeudi a marqué le lancement des concertations nationales pour moderniser le service public, une initiative du Premier ministre Ousmane Sonko visant à proposer un agenda national pour repenser la gouvernance et rapprocher l'administration des citoyens. Je déclare ouvertes les concertations nationales pour la réforme du service public. Son accès et son efficacité, pointé du doigt des années durant, le secteur du service public et les agents autour en passe de faire leur mue. Les concertations nationales arrivent donc à point nommé pour repenser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques au service de l'usager citoyen. Il est important et il urge d'engager des réflexions sérieuses sur le service public pour voir comment amorcer réellement une feuille de route très claire qui va servir de base. Avec l'enclenchement du processus, l'administration sénégalaise sera évaluée davantage. Objectif, faciliter l'obligation de performance. La démarche qui sera adoptée à cet effet sera axée sur une démarche participative de co-construction qui sera déroulée à travers plusieurs plateformes d'échange impliquant les différentes parties prenantes au niveau central et régional. En soi, l'approche est salutaire, mais avec les récentes sorties des autorités sur la situation alarmante des caisses de l'État, le projet pourrait-il porter tous ses fruits? Nous ne pouvons pas dire que nous avons tous les moyens pour amorcer en tout cas notre ambition, mais il est clair que l'État fait des efforts pour nous mettre dans les conditions pour pouvoir conduire ces réformes-là. Depuis la réforme portant la construction d'un État de droit et un système de planification du développement entre 1960 et 1980, le Sénégal n'a cessé de mettre à jour son service public. Avec ces concertations nationales, le régime en place compte passer à la vitesse supérieure pour rabibocher l'administration aux administrés.
Pendant ce temps, la question sécuritaire dans les frontières préoccupe les autorités. C'est en ce sens que l'Institut de défense du Sénégal se penche sur le thème environnement et gouvernance des ressources naturelles. Les acteurs réunis estiment que la sécurité mérite d'être renforcée face aux enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. C'est capaciter les auditeurs à pouvoir faire des analyses intéressantes, pertinentes, en lien avec les contextes sécuritaires que nous vivons aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Tous les dispositifs que les États essaient de mettre en place pour contrecarrer les situations sécuritaires, je pense que c'est ce qui sont à l'origine de ces situations en développent autant en face. Nous connaissons la situation sécuritaire au nord-est du Sénégal. De tous ces enjeux-là qu'il y a devant l'exploitation des ressources naturelles, quelles qu'elles soient, je pense qu'il y a lieu d'être beaucoup plus attentif et beaucoup plus regardant. Vous savez, le Sénégal est en tout cas interpellé par plusieurs problèmes stratégiques, notamment le problème de déminage, le problème d'orpaillage au niveau de la région de Kédougou. Et ça aussi, c'est des préoccupations qui nous ont interpellés et qui nous ont permis effectivement de pouvoir faire des réflexions à ce niveau-là et en même temps sortir des conclusions qui, je pense, de mon point de vue, qui pourront aider les autorités. Direction Louga, l'appel à la création d'une banque de la diaspora est mis sur la table une manière pour les acteurs de développement de jouer leur partition dans la stratégie de développement du pays. Une journée de sensibilisation a rassemblé les acteurs locaux et leaders pour discuter justement de la formalisation des jeunes et femmes à travers des activités génératrices de revenus. La diaspora bi nee nañ danañ dugal 2500 milliards ci réew mi budget au Sénégal ñu ne 6 000 milliards la. Aujourd'hui, on parle de Diaspora Bond. Alors, il est nécessaire, nous aussi, de nous organiser au niveau de la diaspora. C'est par rapport toujours à la création d'une banque. Et c'est cet argent que l'on peut investir pour lutter contre le chômage, mais aussi permettre aux femmes de penser à des activités génératrices de revenus. C'est tout le sens de cette rencontre. Alors, nous pouvons contribuer toujours à la stratégie de développement du Sénégal. La COPADEL, en tant qu'organisation d'appui au développement de Louga, ne ménagera aucun effort pour partager les orientations des populations de Louga, mais aussi pour contribuer, disons, à l'identification de ce qui pourrait être des solutions. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous sommes convaincus que si nous mutualisons nos forces, nous les populations de Louga, nos efforts, si nous échangeons beaucoup, si aujourd'hui nous parvenons aussi à trouver des ressources pour ces femmes, pour ces jeunes, mais ce sera une contribution pour la stratégie nationale de développement. Et nous parlons de sport à présent. Beach soccer, le sélectionneur du Sénégal, Ngala Sylla, fait partie des nominés pour le trophée du meilleur entraîneur du monde. Le champion d'Afrique en titre espère finir parmi les 3 meilleurs et il admet que le plus important pour lui, c'est de travailler pour le développement du beach soccer. C'est un grand plaisir pour moi et je pense que c'est l'occasion de remercier mon staff, que ce soit technique ou médical, parce que si aujourd'hui on parle de Ngala Sylla, c'est grâce à mes collaborateurs ainsi qu'aussi mes joueurs qui ont adhéré au projet. Et je pense que aussi la Fédération sénégalaise de football qui m'a donné aussi confiance. En tout cas, je remercie tout le monde. Pour moi, le plus important, c'est pas le nom de Ngala Sylla, mais c'est toute une équipe qui est là, qui est en train de travailler. Et je souhaite être parmi les 3 meilleurs. Je l'espère, parce que cette année, on a beaucoup travaillé et je pense que ce soit au Maroc ou bien au Sénégal, l'année 2024, on a beaucoup travaillé pour cette discipline. Et on va continuer de le faire, qu'on gagne, qu'on perd. Mais le plus important pour moi, c'est de travailler pour que cette discipline aille de l'avant, que ce soit sur le plan africain, que ce soit sur le plan mondial. À l'international, très rapidement pour terminer, les conflits dans l'est de la RDC, les combats ont repris notamment à Kibumba. C'est depuis 4 heures du matin ce vendredi que les tirs ont recommencé. De nouveaux déplacements de population sont également signalés. Il faut noter un autre aspect préoccupant, la guerre technologique. Des perturbations de communication ont été signalées toute la journée d'hier dans les zones de Saké et de Goma. Les autorités congolaises, les États-Unis, les experts
des Nations Unies ont plusieurs reprises accusé Kigali de manipuler des signaux GPS en brouillant des communications ou en émettant de faux signaux dans la région. Sur cette note, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur la mobilisation organisée dans la commune des Agnam en soutien au député Mohamed Ngom de Farba dans une affaire de blanchiment de capitaux. Selon Sud Quotidien, Farba retient son souffle et mobilise le foot à jeudi alors que la plénière de l'Assemblée nationale devant statuer sur la levée de son immunité parlementaire doit se tenir ce vendredi. Touche pas à Farba, c'est le slogan répété hier par plusieurs personnes qui s'étaient mobilisées à Agnam pour soutenir le député. Le journal note que des responsables politiques et militants de l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président Macky Sall ainsi que des populations de la région se sont érigés en bouclier. Là, sur cette question, indique que l'APR bande des muscles devant la population du Fouta et que le journal, les responsables de l'Alliance pour la République se sont montrés virulents lors de la manifestation de soutien d'hier à Niam à l'égard du régime qui pour eux instrumentalise la justice. Même constat dans Source A qui signale que Farba bande les muscles grâce à une mobilisation XXL de ses partisans et ses alliés de l'APR à quelques heures de la levée de son immunité parlementaire. Le quotidien lui note que l'APR bataille dans le Nord. Le député incriminé parle d'acharnement purement politique. Maître Moussa Bokar Thiam, lui, a été clair. Farba n'ira pas en prison. Mais sur place, la sécurité a été bien renforcée à Matam. Et Ousmane Diagne, lui, s'est lavé à grande eau. Dans Vox Populi, c'est toujours Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui indique que les rapports de la CENTIF sont remis directement au procureur. L'autorité politique que je représente, déclare-t-il, quelque part dans le fonctionnement de la justice, n'a rien à y voir. Selon Walf Quotidien, c'est le début des ennuis pour le député maire des Agnam Farba Ngom. Il s'est agi d'une démonstration de force en attendant le face-to-face avec le juge. Les Échos lui titrent Agnam rouge de colère et s'érige en bouclier autour de son fils. C'est responsable de l'ancien régime au pouvoir et de la coalition Takoualou, dont plusieurs anciens ministres ont tiré à boulet rouge sous le régime et adoube Farba. Dans les Échos, nous restons et c'est pour parler de l'affaire Tabaski Ngom qui est en prison. Momad Ba lui consigne 90 millions de francs CFA. L'ancien DG de la Prosi bénéficie d'un contrôle judiciaire. Morgue lui est placé en garde à vue. Dans le journal L'Observateur qui nous apprend que le braquage survenu à l'hôtel Rue de Baobab, le cerveau est pris au piège. 5 braqueurs surpris dans leur sommeil à 5 h du matin, un autre en gazobile, le tout mené par des gendarmes de la brigade de recherche de Sali et d'un renfort de Thiès, Nianing et Joal. Le Soleil s'intéresse à la surpopulation carcérale en renseignant que les 37 prisons du pays regroupent 14 147 détenus pour une capacité de 4 929 places. Ce sont des statistiques qui datent d'août 2024. Nous sommes face à un défi humain et structurel, reconnaît à ce propos le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Rewmi Quotidien sur ce point indique que le bracelet électronique dont 562 détenus bénéficient, ce qui constitue un remède pour les prisons. En sport, record sur la Ligue 1 sénégalaise, AS Pikine fera face à Guédiawaye FC, le derby dans la banlieue, titre record. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14 h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.